C'est ça, genre, tu connais. C'est vrai. Je pars ma retraite. Allô? Gilles, ça fait plaisir. Bonjour. Gilles, c'est José. Bonjour et bienvenue au cours de planification financière personnelle. Préférez-vous les instructions en français ou en anglais? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes à la présentation. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée par moi-même afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié de la compétition. J'aimerais demander au public d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite, suite à leur présentation, vous pouvez débuter votre présentation. Bonne chance. Bon après-midi. Mon nom, c'est Gilles Simard. Je suis le directeur régional du groupe Investors ici au Saguenay. Ça fait 25 ans que je travaille dans l'industrie des services financiers. On a un bureau ici qui a au-delà d'1 milliard d'actifs sous gestion. Alors, on est prêt à vous écouter. Bonjour, Marc-Antoine Rich, directeur régional au groupe Investors aussi, donc collègue de Gilles, au bureau Québec, Le Bourgneuf, et ça fait 18 ans que je suis dans les services financiers. Bonjour, mon nom est Martin Diane, je suis directeur régional également, collègue de Gilles et Marc-Antoine. Je suis directeur au bureau de Terrebonne-Lachenay. Je vais juste tester l'éclair pour commencer. C'est avec la souris, je pense. La souris? Ouais. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente la planification financière qu'on vous a préparée. Donc, je vais commencer par vous mentionner un petit fait. Faire affaire avec une équipe de planification financière, ça augmente votre patrimoine, donc vos rendements par année de 2 %. Donc, c'est super intéressant, selon l'Institut québécois de planification financière. Je vais continuer avec un fait un petit peu plus d'actualité, donc les conseillers robots. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais on en entend beaucoup parler ces temps-ci. Donc, les conseillers robots, on a plus une gestion passive de vos rendements, puis ça suit les indices boursiers. Donc, on n'a pas la même valeur ajoutée que lorsqu'on fait affaire avec une équipe de planification financière où nous, on va toucher tous les points de la planification financière et c'est là qu'on va amener notre valeur ajoutée de 2 %. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le mentionner pour commencer. Donc, félicitations de faire affaire avec une belle équipe comme ça. Alors maintenant, on vous présente les mandats. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire ensemble. On va commencer par vous présenter vos bilans. Ensuite, l'assurance, la retraite. On va parler de l'immeuble locatif. Ensuite, de votre entreprise, de vos placements, du REE, donc pour vos enfants, de vos aspects légaux, puis on va terminer avec les risques qui pourraient arriver avec une planification financière aujourd'hui. Je vais laisser Valérie commencer avec les bilans. Oui, donc pour commencer, on a vraiment fait une photo de votre bilan actuel avec vos différents actifs. On compte là-dedans vos différents placements réels, CELI non enregistrés, votre maison. On les a mis aussi avec vos passifs, donc vous n'en avez pas beaucoup, c'est bien.
Donc, on arrive avec une valeur nette de couple d'environ 750 000 $. Donc, ici, on peut le voir plus visuellement. Donc, vous avez beaucoup d'actifs, un petit peu de passifs par rapport avec votre prêt hypothécaire pour votre maison. Donc, plus visuellement ici. Ensuite, ici, c'est la photo plus pour si vous décédiez aujourd'hui. Donc, on voit que vous aviez différents passifs et actifs différents. Donc, on a une valeur nette pour monsieur d'environ 430 000. Puis, ce que vous légueriez comme patrimoine à ce moment-ci, à votre succession, il y aurait environ 750 000. Pour ce qui est de la liquidité, ce que vous légueriez liquidement, ça serait plus autour de... Pardon, là, je n'ai pas les chiffres par cœur, je n'ai pas mes lettres non plus. Donc, plus autour de 210 000. Pour ce qui est de madame, par contre, il y a un petit manquement. Donc, monsieur a une plus grosse assurance vie, contrairement à madame qui est de 50 000. Par contre, Rosalie va poursuivre avec les assurances pour montrer plus comment aller chercher ce manquement-là. En fait, pour les assurances, après tout le calcul, on se retrouve avec un besoin d'assurance de 480 000 pour madame. C'est quand même élevé quand on regarde ça. Par contre, il faut prendre en considération que madame, vous avez seulement 50 000 d'assurance vie. Alors, pour couvrir là, les besoins de votre famille, si vous décédiez demain matin, il faut se protéger, c'est super, super important. Alors, pour les hypothèses, j'ai pris que c'est à peu près 10 ans que vous auriez besoin si jamais vous décédiez demain, à cause que votre enfant en ce moment il a 10 ans, puis à l'âge de 20 ans, on devient un petit peu plus autonome, donc il va être capable de subvenir à ses besoins. Et puis, vous gardez la maison, puis comme je mentionnais, vous avez une assurance vie de 50 000. Maintenant, pour monsieur, je vais parler de la solution après monsieur. Donc, pour monsieur a 285 000 d'assurance vie, c'est super bon. Donc, le manquement d'assurance vie est vraiment seulement de 165 000. Alors, monsieur a aussi une assurance invalidité, donc félicitations, super intéressant. Si vous tombez invalide, vous êtes protégé jusqu'à l'âge de 65 ans. Je tenais à vous le mentionner. Alors, pour les solutions, moi, je vous conseille de prendre une assurance vie temporaire jusqu'à temps que votre enfant ait au moins 20 ans et qu'il soit capable de subvenir à ses besoins. Une assurance vie temporaire, une T10, pendant 10 ans, de 200 000 pour monsieur. Vous êtes un homme en bonne santé, donc ça a une prime annuelle d'environ 200 $ par année. Et pour madame, je dirais avec 500 000 pour 250 $ par année. Comme on voit, la prime n'est pas autant élevée qu'une assurance vie. Donc, pendant 10 ans, vous pourriez être assuré là, pour protéger votre famille et vos enfants. Maintenant, je vais parler de l'assurance vie maladie grave pour votre enfant. Vous nous avez demandé d'en glisser un petit mot. Donc, une assurance vie maladie grave, c'est vraiment un montant forfaitaire que vous allez avoir une fois si votre enfant est atteint d'une des maladies qui est mentionnée au contrat. Par exemple, cancer, Alzheimer, des choses comme ça. Maintenant, je vais laisser Valérie poursuivre avec la retraite. Donc, pour la retraite, comme vous savez, c'est un moment important dans une vie. Elle survient sur plusieurs moments, autant émotifs que financiers à régler. Vous avez 33 et 36 ans, donc vous avez une bonne perspective de pouvoir aller chercher les montants puis pouvoir bien arriver à la retraite. Donc, on a fait plusieurs hypothèses. Donc, monsieur a un profil plus conservateur, donc avec des rendements de 3,3 selon l'IPF. Pour madame, c'était un profil modéré dynamique. Donc, on a été faire une moyenne entre le équilibré et le dynamique qui arrivait à environ 4,37 pour ce qui est de l'espérance de vie, on a été avec un 95 pour les deux, 95 ans pour les deux personnes. Pour la rente de la RRQ, on a pris en compte que madame prenait sa retraite à 60 ans, donc le montant serait d'environ 726 $ par mois. Pour monsieur, comme il veut prendre sa retraite en même temps que madame, il va avoir 63 ans à ce moment-ci, donc 971 $ par mois. Pour ce qui est de la rente de PSV, comme vos montants de revenus à la retraite vont être plus élevés, donc ils rentrent dans la partie qui a un remboursement à faire. Donc, monsieur, ça serait réduit, on l'a indexé selon l'historique à 1,5 %. Donc, monsieur, ça serait de 10 700 $ à ce moment-ci. Puis, pour madame, ça serait 11 120 $ par mois. Pour ce qui est du coût de la vie actuel, on a pris vraiment votre coût de la vie que vous aviez mentionné, puis on l'a divisé par 2 puisque vous êtes conjoint de fait, donc on a pris en compte que c'était 50-50, donc à 71 500 pour les deux.
On l'a indexé au coût de la vie à la retraite. Vous avez mentionné que c'était 100% de votre coût actuel que vous vouliez avoir à la retraite. Donc, pour l'indexer, on se rendait à 122 000 par année comme coût de la vie. Donc, pour ce qui est de monsieur, il ne faut pas paniquer, il y a un manquement. Pour madame aussi, on va en parler plus tard pour les solutions. Donc, monsieur, on a pris vraiment les différents comptes que vous aviez, REER, CELI, non enregistrés, puis le taux d'impôt que vous avez à la retraite à 63 ans de 24 %. Donc, on arrive à un manquement d'environ 1,3 million. Donc, on voit vraiment, là, selon le graphique, rendu à 71 ans, on n'aurait plus assez d'argent pour convenir à la retraite. Pour madame, c'est environ le même processus aussi. Donc, pour les solutions qu'on a trouvées pour aller chercher le manquement de 2,6 millions de couple, on irait aller chercher l'immeuble locatif de vos parents, de madame, puis on prendrait tous les revenus à chaque année pour les placer en placement. Puis ensuite, rendu au moment de la retraite, on irait vendre cet immeuble-là pour aller chercher aussi un certain montant. Aussi, comme vous êtes incorporé, madame, dans votre compagnie, on pourrait aller chercher des dividendes et du salaire. Comme ça viendrait réduire le montant d'impôt à payer à chaque année. Aussi, on pourrait revoir le budget. Vous dites que vous avez un budget quand même assez serré, mais on voit que votre coût de la vie est actuellement de 94 % de vos salaires, ce qui est quand même un bon montant à aller réviser. Donc, il faudrait aller aussi cotiser pour les REER pour monsieur, puisque présentement, vous cotisez seulement pour vos CELI et votre RPDB avec votre employeur. Pour madame, vous cotisez pour vos REER, mais vous ne cotisez pas pour vos CELI. Puis, toutes les deux, vous ne cotisez pas présentement pour vos non enregistrés. Donc, il faudrait aller revoir en revoyant le budget, on pourrait aller chercher de l'argent pour aller justement cotiser à ces montants-là. Et aussi, peut-être penser à la vente de l'entreprise éventuellement pour aller chercher pour le manquement à la retraite. Donc, je vais passer justement la parole à Kimberly qui va vous expliquer plus en détail comment aller chercher l'argent pour l'immeuble et les différents manquements. Parfait. Donc, concernant votre duplex, vous aviez une question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mes parents me le donnent. Qu'est-ce que je vous propose, c'est que vos parents vous fassent un don. Donc, niveau fiscal, vous n'êtes pas imposé lors du don, mais ça va être lors de la vente. Donc, vous allez générer du gain en capital qui est imposable à 50 % sur le prix de base rajusté de la juste valeur marchande de 450 000 $ lors du legs. C'est sûr qu'un revenu, un duplex, c'est locatif, donc vous allez avoir un revenu d'emploi un revenu locatif de 15 000 $. Vous allez être imposé là-dessus, bien évidemment, mais nous, on pensait faire des placements avec ce 15 000 $-là. Pour vos parents, cependant, eux, c'est un don, mais c'est considéré comme une vente. Donc, ils vont s'imposer sur le gain en capital. Ils n'ont pas le droit à l'exemption pour la résidence principale, étant donné que c'est un immeuble locatif. Félicitations, vous êtes incorporé dans votre entreprise, ce qui fait en sorte que vous êtes imposé à 18,5 % sur la première tranche de 500 000 $, ce qui est vraiment avantageux comparativement à un taux d'imposition pour particulier qui peut être beaucoup plus élevé. Cependant, vous versez juste du salaire en ce moment. Qu'est-ce qui est intéressant avec l'incorporation, c'est qu'on peut verser salaire et dividendes. Ici, on le voit. Donc, qu'est-ce que je vous propose, c'est de maximiser vraiment votre revenu de salaire à 55 900 $ pour pouvoir aller chercher la RRQ, maximiser vos REER en cotisant, puis aussi la RQAP. Puis par la suite, pour vos dividendes, bien sûr, c'est un taux d'imposition qui est moindre. Puis par la suite aussi, on va chercher un crédit d'impôt avec les dividendes. Donc, je passe la parole à ma collègue Rosalie. Maintenant, je vais parler de vos placements. Donc, je vais commencer par monsieur. Donc, monsieur, votre profil, c'est un profil qui est conservateur. Donc, conservateur, on parle de 75 % en revenu fixe, puis de 25 % en croissance. Par contre, en ce moment, vous êtes 34 % en croissance et 61 % en revenu fixe. Donc, en regardant les deux tableaux, on voit bien qu'il faut aller plus en revenu fixe si on veut arriver à votre profil d'investisseur à vous. Donc, on change la composition pour aller respecter le profil, comme je viens de mentionner. Maintenant, pour madame, vous êtes plus modéré et dynamique. Donc, on veut être 60 % en revenu fixe, puis 40 % en croissance. Par contre, en ce moment,
vous êtes 29% en revenu fixe, puis 69% en croissance. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit changement à faire. Il faut aller un petit peu plus en revenu fixe comme monsieur pour respecter votre profil d'investisseur. Par contre, vous nous avez posé une question assez intéressante. Qu'est-ce qui arrive avec l'augmentation du taux directeur, l'augmentation des taux d'intérêt? C'est sûr que les placements à revenu fixe, le taux de rendement va être un petit peu moins élevé. Par contre, on pourrait aller placer plus d'argent en actions, mais il faut quand même respecter votre profil d'investisseur à vous. Alors, ça serait à revoir là, prochainement, mais pour l'instant, moi, j'irais quand même placer en fixe. Ensuite, deuxième question que vous nous avez posée, c'est quoi l'ordre qu'il faut placer? Est-ce que c'est REER, CELI non enregistré? Donc, on a établi ça ensemble. Alors, en premier, il faut cotiser au REER, parce que le REER, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça diminue le revenu imposable. Ensuite, c'est le CELI. Le CELI, c'est un compte d'épargne qui est libre d'impôt, donc on peut en retirer, puis on ne paye pas d'impôt sur le montant. Ensuite, le non enregistré. C'est sûr que le non enregistré, si on fait de l'intérêt ou des dividendes, on va s'imposer là-dessus. Par contre, il existe là, un fonds commun de placement en société, en catégorie, qui permet de reporter les intérêts et le gain en capital parce que ça ne verse pas directement à la personne. Donc, on peut le reporter dans le futur. Maintenant, je vais laisser Kimberly parler du REER. Donc, le régime épargne enregistré, vous en avez un. Il y a 15 000 au sol actuellement. Vous mettez 750 par année, ce qui fait environ 150 de subvention, étant donné que c'est 20 du montant que vous mettez par année. En ce moment, Logan a 10 ans. Vous ne m'avez pas mentionné à quel moment vous avez ouvert le REER, mais je ne sais pas si vous savez, on peut aller récupérer des subventions antérieures jusqu'à concurrence de 1 000 par année. Qu'est-ce que je vous propose? C'est que pour les premières années, on pourra aller chercher 5 000 par année. Là, vous vous dites que c'est un gros montant, mais comme ma collègue vous a mentionné, on va aller revoir votre budget pour qu'on puisse être capable de mettre sur pied vos épargnes systématiques pour le REER, car on veut vous faire mettre à peu près 415 par mois pour arriver aux subventions de 1 000 Les subventions, cependant, ils vont jusqu'à 7 200 au total de la vie de votre REER, car ils sont versés jusqu'à l'âge de 17 ans. Là, vous allez me dire qu'on va arriver un peu trop tôt aux 7 200. C'est pour ça qu'on va revoir plus tard en chemin la composition de votre épargne systématique. L'important, c'est de mettre vraiment le plus tôt possible pour aller chercher du rendement le plus tôt possible, ce qui fait en sorte qu'on va gagner un montant plus élevé. Comme on voit ici, donc c'est capital plus intérêt plus subvention qui génère du rendement, qui donne l'argent pour les études postsecondaires de Logan. L'hypothèque vient à l'échéance en mai 2018. Là, on sait que la Banque du Canada a ajusté son taux son taux d'intérêt de 25 points de base, ce qui fait en sorte que les analystes financiers prévoient quand même une éventuelle hausse bientôt. Ça serait important d'aller renégocier le plus rapidement possible pour pouvoir aller chercher un taux d'intérêt quand même fixe, puis quand même assez bas avant que tout ça remonte, puis ici on va diminuer les paiements sur votre hypothèque. Donc, Rosalie va continuer avec les aspects légaux. Parfait. Donc, votre testament. Vous ne nous avez pas mentionné, mais votre testament, est-ce qu'il est holographe, notarié ou bien devant témoin? Ça serait super important d'avoir un testament qui est notarié. Pour monsieur et pour madame, mais encore plus pour madame, parce que madame, vous avez une entreprise. Donc, le temps d'homologuer un testament en cours, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Fait que c'est super bon d'avoir un testament notarié parce que c'est tout de suite que le testament est bon. On peut le prendre comme ça. Votre mandat d'inaptitude, vous n'en avez pas. Un mandat d'inaptitude, c'est lorsque vous tombez inapte. Il faut quelqu'un pour s'occuper de vos choses. Alors, cette personne-là va être préétablie par le mandat d'inaptitude. Puis, même chose pour la compagnie, madame, votre compagnie. Qu'est-ce qui arrive? Là, vous êtes actionnaire, vous êtes à 60 %, il y a quelqu'un d'autre qui peut signer, mais dans la Convention unanime des actionnaires, est-ce que c'est les deux qu'il faut que vous signiez pour faire les chèques ou c'est seulement vous? Si vous tombez inapte, il faut que quelqu'un s'occupe de la compagnie. Il ne faut pas que la compagnie reste comme ça pendant 6 mois puis qu'après, elle puisse reprendre ses activités d'exploitation. Là, ça serait super important à regarder. Ensuite, vous nous avez mentionné que vous avez une procuration dans vos comptes bancaires, donc c'est super bon. Donc, pour vos comptes personnels, c'est super bon. Contrat de vie commune, vous n'en avez pas. Et puis, vous êtes conjoint de fait, vous n'êtes pas marié. Donc, ça serait important de faire ça ensemble, un contrat de vie commune, ou bien d'aller chez le notaire, d'établir vraiment les dispositions, là, si jamais vous veniez à vous séparer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que madame garde, qu'est-ce que monsieur va garder, ça serait super intéressant.
Maintenant, la fiducie testamentaire. Vous nous avez demandé de glisser un mot sur ça. Alors, depuis 2016, vous n'avez plus droit au taux progressif. Donc, vous imposez au même taux, là, le taux fixe, comme tout le monde. Par contre, pour votre enfant, ça pourrait être bon parce que vous gardez le contrôle sur l'argent. Donc, si jamais vous ne voulez pas lui laisser 300 000 $ comme ça, bien, la fiducie testamentaire, elle permet là, de verser des petits montants. Donc, un 30 000, un 40 000, fait que c'est super bon. Ça permet là, de protéger votre enfant. Vous êtes décédé, mais vous gardez quand même le contrôle. Parfait. Maintenant, je vais vous parler là, des solutions. On va faire un petit récapitulatif sur la rencontre d'aujourd'hui. Donc, pour votre retraite, votre revenu de location, parce que vous avez un immeuble, bien on l'a, fait que c'est bon, on a plus d'argent pour votre retraite. Ensuite, la vente du duplex avant la retraite. Si jamais vous voulez vendre les meubles à location, bien on va avoir encore un montant qui, c'est sûr, qui va être imposé à 50 %, mais on va l'avoir, on va arriver encore plus à votre retraite. Ensuite, dividende, on va diminuer votre impôt, ça nous permet, même chose, d'arriver. Revoir votre budget. C'est sûr là, que là, quand notre coût de la vie est élevé comme ça serait bon d'établir un budget. On dépense dans le vêtement, on dépense dans les voyages, on épargne notre proportion, c'est que ça nous permet d'épargner un petit peu plus par la suite. Ensuite, le don, les meubles locatifs. Vous n'avez aucun impact fiscal à le recevoir. C'est bon. Ensuite, le REE, donc vous voulez placer de l'argent pour votre enfant, c'est un véhicule de placement qui est super bon en ce moment. Donc, on va s'en servir. On l'a pour nous. Ensuite, les placements, c'est sûr qu'il faut changer la pondération. On voit bien avec les tableaux que je vous ai montrés aujourd'hui que ce n'est pas la pondération de votre profil d'investisseur. Et puis, l'assurance. Bien là, ça serait bon d'en avoir une temporaire. Ça aussi, il faudrait revoir ça. Parce que si jamais vous décidiez demain, bien là, c'est sûr qu'on ne veut pas laisser une succession qui est négative. On veut qu'elle soit positive pour notre famille. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la planification financière qu'on fait aujourd'hui à ce moment même. Par contre, c'est sûr qu'il peut arriver différentes choses dans la vie. Donc, on a établi quelques risques que ça pourrait changer votre planification. Donc, l'inflation, ça peut monter. Fait que c'est sûr que ça peut changer la planification. L'environnement, la politique. Si vous vous séparez de votre conjoint de fait, ça va changer des choses. Ensuite, un décès soudain, ça change la planification financière. Il nous manque un élément, là, un salaire. Ensuite, changement dans votre situation actuelle d'emploi. Donc, c'est sûr que si vous changez de job, d'emploi, pardon, bien là, il faut savoir le salaire, est-ce qu'il peut être le même. Donc, c'est tous des risques qu'il faut prendre en compte dans notre situation financière. Alors, merci d'avoir fait affaire avec nous aujourd'hui. C'est super apprécié de faire affaire avec une équipe comme nous. Puis au plaisir là, de prendre le prochain rendez-vous. Merci. Premièrement, j'aimerais vous poser une question sur ma répartition d'actifs. Moi, mon ancien conseiller, mon conseiller actuel de la Banque Arabais, il m'a dressé un profil d'investisseur, puis je suis un modéré dynamique. Puis, il m'a toujours dit, puis là, vous me dites qu'il faut que je sois à 60 % en revenu fixe, 40 % en action. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Oui, j'ai mis 60 % en revenu fixe, puis 40 % en action. Par contre, c'est sûr que là, je suis peut-être allée un petit peu plus sur le modéré, là, parce que c'est comme, vous êtes modéré dynamique, donc moi, je suis allée plus dans le modéré. Par contre, là, c'est sûr qu'on peut revoir ça, puis changer notre pourcentage si jamais vous voulez être un petit peu plus en croissance à cause des taux d'intérêt, là, on pourra voir. Mais présentement, je suis 70 % en action, 30 % en revenu fixe. Est-ce que je suis dans la bonne position ou je devrais être plus en revenu fixe? En ce moment, vous dites que vous êtes 70 % en action, 30 % en revenu fixe. Oui. Selon votre profil d'investisseur, Oui. c'est sûr qu'il faut aller vers le revenu fixe. Par contre, là, c'est sûr qu'à cause de ce qui se passe, les taux d'intérêt qui montent, bien, on pourrait aller en action. Mais là, c'est avec vous pour voir ça ensemble. Là. Ça dépend là, de votre opinion par rapport à ça. Parfait. Ma deuxième question, je vais être rapide. Le don j'ai pas tout à fait compris comment vous alliez m'imposer le don du duplex de mes parents. J'ai pas tout à fait compris. Il n'y a pas d'impôt ou il y a de l'impôt? Le don, il n'y a pas d'impôt au moment du don. Par la suite, quand vous allez vouloir le revendre... Mes parents ne paieront pas d'impôt? Oui, ça c'est pour vous, il n'y a pas d'impôt, mais comme j'ai mentionné tantôt, vos parents vont payer de l'impôt comme si c'était une vente.
Donc, que Sur ce soit tout un don, oui. la vente, toute la don? Sur toute la vente, donc on prend le prix de base rajusté, moins, excusez, c'est juste valeur marchande, mais le prix de la vente, excusez, moins son prix de base rajusté qui va donner un montant. On fait 50% de ça étant donné que c'est un gain en capital, donc il paye la balance. Je ne savais pas le prix à combien. Moi, j'ai déjà entendu même s'il dire reste dedans. qu'il y avait une exonération de résidence principale, ça n'existe pas. Oui, ça? mais là, j'avais Oui. comme pas tous les détails. Moi, j'ai vu que c'était un immeuble locatif. Donc, pour les immeubles locatifs, il n'y a pas d'exemption pour résidence principale. J'ai considéré que personne n'habitait dedans, puis c'était vraiment... Mais mes parents, ils habitent dans le duplex. Ah, OK, j'avais pas tenu compte de ça. Puis si on en tient compte, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'on en tient compte, là, il va y avoir exemption pour résidence principale, étant donné qu'ils ont demeuré à l'intérieur. Donc, on va pouvoir voir s'ils désirent l'exemption sur cette résidence-là ou une autre, s'ils ont un chalet. Ça va vraiment être à voir pour eux. À ce moment-là, si vous tenez compte de ça, est-ce qu'on ne serait pas mieux de garder, que mes parents gardent le jumelé jusqu'à leur décès? Parce que ce que je comprends, c'est qu'il ne sera pas imposé à la moitié. Il va être imposé dans les deux cas, que ce soit un don du vivant ou un don au moment du décès. Donc, c'est vraiment à eux de voir dans les deux circonstances. Ça reste que ce soit les parents qui sont imposés ou leur succession. Donc, c'est à eux de voir tout ça. OK. Ça a bien répondu à votre question? Oui, merci. Parfait. Vous avez parlé pour le compte enregistré d'utiliser peut-être des fonds de catégorie, fonds de société, qu'on repousse l'impôt, mais au moment du décaissement, est-ce que c'est du gain de capital, gain de dividende ou gain d'intérêt? Si c'est un nom enregistré avec des actions, c'est donc du gain en capital, étant donné que ça va être imposé à 50 %, c'est ça qu'on vous suggère. Si on y va avec de l'intérêt, c'est imposé à 100 % dans le nom enregistré, donc là, c'est vraiment pas avantageux pour vous. Donc, on met nom enregistré, gain en capital, action. OK. Puis pour le REEF, vous avez parlé de subventions. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer fédéral, provincial, ça ressemble à quoi? Les subventions fédérales, c'est à 20 Mhm. Provincial, je pourrais aller revoir. Mais dépendamment de votre revenu, vous pouvez en avoir plus. Ça va être à voir au cours d'une prochaine rencontre. Parfait, merci. J'ai pas de questions, mes collègues les ont tous. J'en aurais une dernière. Non, j'en aurais une dernière. Pourquoi vous avez choisi une rémunération salaire-dividende à 55 000? Tout vient. Pourquoi vous êtes arrivé? Pourquoi vous avez dit 55 900? Pourquoi vous n'avez pas dit 63 000? C'est étant donné la répartition avec le REER puis le RRQ, c'est qu'est-ce qu'on avait vu selon nos sources. Donc, c'est vraiment en allant maximiser le REER, il y a quand même une limite aussi, puis le RRQ aussi. Fait qu'on s'est vraiment basé sur ce montant-là pour aller le maximiser pour que vous soyez gagnant autant au niveau des revenus de retraite, du revenu avec le REER aussi. C'est-tu en lien avec le MGAP? Oui. Oui. Bravo. Fini. Bravo.